Bonsoir à tous les participants. Est-ce que vous m'entendez? Je fais d'abord le test micro. On vous entend parfaitement, docteur. D'accord. Oui, on vous attend. D'accord, ok. Alors, je vais rappeler quelques règles simples. Je suis le docteur Ngunju Amanda, chef de département de chirurgie de Medical Mind. Nous nous retrouvons une fois de plus, comme d'accoutumé, dans le cadre de la chirurgie, effectivement, pour vous entretenir sur les abdomens aigus et leur prise en charge. Donc, je vais rappeler quelques règles de bonne séance. C'est que, s'il vous plaît, arrêtez vos audios. Dès que vous entrez dans la présentation, vous arrêtez dans la réunion, pardon. Vous arrêtez les micros, vous arrêtez les vidéos pour faciliter justement la fluidité du message et ne pas embrouiller et ne pas aussi brouiller, surtout avec les micros, brouiller les ondes. D'accord. Bon, la présentation aujourd'hui, si tout le monde est avec nous, la présentation aujourd'hui porte effectivement sur les abdomens aigus. Le diagnostic d'abord et la prise en charge. Vous allez dire abdomen aigu, c'est quoi? Ce n'est pas une inflammation de l'abdomen. Détrompez-vous et enlevez cette idée déjà de la tête. Les abdomens aigus, ce sont des affections péritonéales qui conduisent, dans la plupart des cas, à une chirurgie abdominale. Donc, ces abdomens aigus concernent plusieurs pathologies qu'on a longtemps entendu parler, comme les péritonites aigus généralisées, les appendicites, les occlusions intestinales. Et on va aussi s'attarder particulièrement sur l'invagination intestinale aiguë de l'enfant. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Ce sont ces affections-là. Il y en a plusieurs, hein. Et c'est ça, en général, qu'on appelle abdomen aigu. Donc, c'est toute affection aiguë du péritoine qui va conduire, dans la plupart des cas, à une intervention chirurgicale. S'il vous plaît, monsieur Ndouan Labourel, arrêtez votre micro. Donc, si on veut parler en général, on a plusieurs patients, on a plusieurs patients qui arrivent tous les jours à l'hôpital et qui vont subir une chirurgie abdominale en urgence pour diagnostic d'abdomen aigu. Donc, abdomen aigu, c'est en quelque sorte le terme générique pour parler de toutes ces affections péritonéales-là, qu'elles soient localisées ou généralisées. Donc, aujourd'hui, on va vous entretenir sur les affections généralisées, c'est-à-dire la péritonite aiguë généralisée. Et à la prochaine présentation, c'est-à-dire la semaine prochaine, on va vous entretenir sur les occlusions, en l'occurrence l'occlusion intestinale et l'invagination intestinale, qui est un cas particulier de l'enfant. Bon, en tout cas, on va s'attarder sur le cas particulier de l'enfant. On a constaté que, pourquoi on a voulu faire ce thème, on a constaté que beaucoup de médecins généralistes, beaucoup d'étudiants sont toujours embarrassés pour faire la différence entre une douleur abdominale d'étiologie médicale, si je veux présenter ça comme ça, et une douleur abdominale d'étiologie chirurgicale. Le cut-off, c'est que dans un des cas, l'attitude attentiste, pas trop, on se donner des médicaments, ainsi de suite, marche plutôt très bien. Alors que dans l'autre cas, c'est une urgence médico-chirurgicale. Il faut courir parce que c'est une course contre la montre. Vous comprenez un peu l'importance, vous comprenez donc l'importance du sujet. C'est qu'il faut faire le distinguo clair et net entre une douleur abdominale qui est d'étiologie chirurgicale, donc qui va conduire à une chirurgie ou à une attitude vraiment particulière, ou une affection
une douleur abdominale qui a trait à une affection médicale où la conduite à tenir est vraiment différente et qui ne va jamais se terminer en chirurgie dans la plupart des temps. Donc, c'est pour permettre de faire ce distinguo-là que nous avons jugé bon de faire ces présentations. Donc, de commencer par de présenter les abdomens aigus. Et aujourd'hui, nous allons commencer par la péritonite aiguë généralisée, qui est une affection vraiment très courante dans notre contexte et dont le diagnostic et la prise en charge n'est pas toujours euh, bien codifié dans nos contextes à cause parfois des moyens limités dont on fait face et aussi tant sur le plan médical, parce que parfois, on sait, en tant qu'étudiant, parfois on suit un peu la chirurgie pour ceux qui ne sont pas trop intéressés, mais aussi sur le plan diagnostic, même clinique et aussi imagerie, parce que parfois on a une pauvreté de bilan d'imagerie disponible. Dans certains centres, par exemple, il n'y a que la radiographie qui est disponible chaque fois. Or, à l'heure actuelle, c'est le scanner qui est le gold standard pour la prise en charge, pour le diagnostic de certaines affections péritonéales. Donc, c'est un peu dans ce contexte-là qu'on veut vous parler de la péritonite aiguë généralisée à l'heure actuelle. Comment faire le diagnostic d'abord, c'est primordial parce que, comme je vous ai dit au départ, c'est une urgence médico-chirurgicale. Médicale parce que il y a ce qu'on appelle la réanimation qui intervient au départ et chirurgicale parce que le patient va passer au bloc opératoire et ensuite il y aura tout un suivi pour évaluer, un suivi pour se rassurer que effectivement l'intervention s'est bien passée et les suites opératoires sont simples ou bien si il y a un problème de le détecter à temps opportun et de le prendre en charge. Donc, c'est un peu ça, les abdomens aigus. Hmm. Donc, c'est clair que tout au long de la présentation, vous allez beaucoup entendre parler de péritonite, mais dans les péritonites, vous allez beaucoup entendre parler des appendicites et ainsi de suite. Donc, écoutez vraiment attentivement, posez les questions, n'hésitez surtout pas, posez beaucoup de questions pour vraiment comprendre et démystifier cette affaire de péritonite aiguë généralisée et enfin que nos malades, nos différents malades dans les différents centres où nous nous trouvons bénéficient effectivement, bénéficient de la prise en charge adéquate de ces différentes affections. Donc, soyez aussi patient parce que on ne va pas parler de toutes les affections péritonéales, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas pour vous. On ne va pas parler de toutes les affections péritonéales, mais on va parler de celles qui sont les plus fréquentes, les plus courantes et aussi de celles qui créent parfois des soucis à nous en tant que médecins. Un peu comme je disais tantôt, l'invagination intestinale chez les enfants. C'est souvent difficile. Parfois, on a un enfant qui se retrouve en pédiatrie pendant plusieurs jours avec le diagnostic de gastro-entérite, par exemple, parce que justement, on n'a pas pensé à ce que le malade pouvait faire une invagination intestinale aiguë. Donc, c'est un peu pour nous éveiller les esprits par rapport à certaines choses, à ces choses-là, ces abdomens aigus-là, que nous avons jugé bon aussi de faire cette présentation. Donc, soyez attentifs au maximum. Nous allons essayer, nous allons essayer au maximum de vous donner ce que nous avons aussi reçu de nos maîtres et ensemble, nous allons discuter sur les différentes questions, vos différentes préoccupations pour voir, euh, pour essayer quand même je sais pas, de vous aider davantage à ce que aucun malade désormais ne passe entre les mailles du filet. Parce qu'il y a des cas particuliers qui arrivent quand même à passer, mais que ce ne soit pas
parce que par inadvertance de notre part, juste parce que peut-être la présentation était différente ou le cas était difficile. Mais quand même, essayons. On espère que par ces présentations qui vont s'étaler sur 2 séances, comme je le disais tantôt, on aura gagné vraiment en expérience sur les abdomens aigus en général. Donc, aujourd'hui, la présentation sera faite par le docteur Karl Ronick. Le docteur Karl Ronick, c'est un médecin d'abord et aussi un résident de chirurgie générale, 3e année, à la faculté de médecine de Yaoundé 1. Donc, c'est lui qui va se charger de la présentation. La présentation a été préparée par les docteurs Bikolo Achille, que vous connaissez, docteur Ndambwe Audrey et docteur Djoko Idriss, qui sont aussi des résidents de chirurgie générale. À la fin de la présentation, on aura une séance de questions-réponses. Alors, docteur Karl, vous avez la parole. Ok, merci docteur Amanda, merci docteur Arnaud de m'avoir invité aujourd'hui, même comme c'est à la dernière minute. Désolé à tout le monde pour les soucis techniques. Donc, nous allons vous présenter ce soir les péritonites aiguës généralisées. Bien, les objectifs de notre présentation, c'est d'abord comment faire pour diagnostiquer une péritonite aiguë généralisée dans notre contexte. Ensuite, identifier les situations d'urgence et surtout planifier leur prise en charge. Donc, notre travail va se faire selon ce plan. C'est un plan vraiment simplifié où on aura des généralités, une étude clinique et ensuite, nous allons parler du traitement des péritonites aiguës généralisées. Bien, ce qu'il faut savoir, la péritonite aiguë généralisée, c'est généralement une inflammation aiguë du péritoine. Cette inflammation peut être généralisée ou localisée et le plus souvent, elle est d'origine bactérienne. Il faut savoir aussi que le signe clinique essentiel et important ici, c'est la contracture que tout le monde devrait savoir. Pourquoi nous vous parlons de la péritonite aiguë généralisée ce soir? Tout d'abord parce que ça a un intérêt épidémiologique, car c'est une affection qui est très fréquente, surtout dans notre contexte, qui a un diagnostic clinique, donc c'est facile et vraiment c'est nécessaire que tout le monde apprenne à diagnostiquer une péritonite. Et notez aussi que c'est une urgence médico-chirurgicale dont les complications sont souvent néfastes pour la plupart, car nos patients sont souvent vus dans un délai très tardif. Il faut noter que sa prise en charge repose sur la réanimation qui est pré- et post-opératoire. Il faut des gestes chirurgicaux qui sont bien conduits et bien maîtrisés. Et nous allons aussi un peu aborder l'apport des nouvelles technologies dans la prise en charge des péritonites aiguës généralisées, notamment la cœlioscopie. Comme nous avons dit tantôt, c'est une pathologie avec un taux de mortalité assez élevé parce que dans notre contexte, nous recevons souvent les patients à la mortalité va entre 30 et 50%. Bien, sur les rappels anatomiques, il faut savoir que le péritoine, c'est un organe d'abord de défense et d'échange qui a une surface d'environ 1,7 mètre carré avec une surface d'échange qui est autour de 1 mètre carré. C'est une séreuse qui a 2 feuillets. On a un feuillet viscéral qui recouvre les organes de la cavité abdominale. Et nous avons un feuillet pariétal. Donc, il faut aussi noter que ce péritoine a de nombreux replis lorsqu'on nous explorons la cavité abdominale et qui facilite aussi l'accolement et bien, comment dire, l'insertion des organes et le transport des vaisseaux pour assurer la vascularisation à travers les mésos, les ligaments et l'omentum. On peut aussi noter que le péritoine divise l'abdomen généralement. On peut diviser l'abdomen en 2 grands étages, à savoir l'étage qui est sus-mésocolique et l'étage sous-mésocolique, dont l'importance va être vue tout à l'heure dans la classification des péritonites. Comme vous entendez tantôt, le péritone, c'est un organe d'échange et en même temps, c'est un organe qui permet une protection et qui joue aussi un rôle de lubrification à travers la sécrétion d'une sérosité qui permet la mobilité du tractus digestif ou bien de l'intestin
et favorise donc le péristatisme. Et ça a aussi un rôle de défense par la production de certains anticorps. Il faut noter que là-bas, les échanges se font de façon, c'est une membrane semi-perméable. Les échanges là se font de façon osmotique à travers les gradients de concentration. Maintenant, pour entrer dans les péritonites proprement dites, il faut savoir que les péritonites peuvent être classés de 3 grandes façons. Vous pouvez voir selon l'étiologie, selon le mécanisme et selon la localisation. En ce qui concerne les étiologies, principalement, elles sont divisées en 3. Nous avons les péritonites qui sont dites chimiques. Les péritonites chimiques sont généralement les péritonites qui sont dont l'origine est le tractus digestif haut, à savoir l'estomac et le duodénum jusqu'à l'angle de tresse. Généralement, les péritonites qui surviennent à cause des pathologies qui touchent ces organes-là sont généralement des péritonites chimiques. On peut aussi parler du tractus hépatique, tractus vésico-biliaire. Voilà. Il aussi fait partie des organes qui favorisent la survenue des péritonites chimiques. Et c'est généralement des péritonites où nous retrouvons le liquide de ces tractus-là qui se retrouvent dans la cavité abdominale, généralement par le biais des perforations qui peuvent être de façon iatrogène, traumatique ou lors des pathologies des cancers, si vous voulez le terme. Ensuite, nous avons des péritonites septiques. Les péritonites septiques sont, eux, par contre, ceux du tractus digestif bas, c'est-à-dire à partir de l'iléon et du côlon. C'est généralement à cet endroit où nous avons souvent des péritonites septiques. Et les péritonites septiques sont aussi parfois le fait des objets contondants et qui peuvent être des objets pénétrants lors des traumatismes ouverts de l'abdomen. Et ensuite, donc, nous avons les péritonites qui sont dits post-opératoires. Généralement, c'est les péritonites dites tertiaires qui surviennent généralement après une intervention chirurgicale par le biais de certains phénomènes qui peuvent être expliqués plus tard, l'ensemencement du péritone qui est une cavité normalement stérile. Lors des manœuvres, on peut faire des ensemencements de cette cavité-là. Mais généralement aussi, ce qu'on peut noter, il y a aussi un troisième type de péritonite, mais qui n'entre pas dans ce cadre, c'est les péritonites dites mixtes. Les péritonites mixtes sont généralement des péritonites chimiques qui, avec au cours de leur évolution, vont se transformer en péritonites septiques. C'est vrai que la limite parfois entre péritonites mixtes et péritonites septiques ou chimiques est vraiment mince. Ce n'est pas généralement évident de faire le diagnostic, sauf lorsqu'on fait une laparotomie. Bien. Comme nous avons parlé des péritonites chimiques, septiques et mixtes. Les péritonites chimiques, pour rappel, sont les péritonites liées aux perforations générales du tractus digestif haut. Les péritonites septiques, lorsqu'on a une perforation du tractus digestif bas. Les péritonites mixtes, comme nous avons dit, sont les péritonites chimiques qui se transforment en péritonites septiques, généralement après un délai de 6 heures. Bien. Quelles sont les conséquences de la péritonite ou bien de cette inflammation du péritoine sur l'organisme? Il faut noter que lorsque nous avons cet ensemencement ou bien nous avons des germes qui sont déposés dans la cavité péritoniale, le péritone d'abord, en tant qu'organe de défense, lance la première procédure de défense qui consiste généralement à une absorption rapide des liquides qui sont déversés dans la cavité abdominale, à la production des anticorps qui vont permettre la destruction de cette colonie bactérienne-là. Généralement, ce qu'on constate, c'est que malgré tous ces efforts, la population microbienne est généralement très importante, ce qui fait que le péritone généralement est dépassé, ce qui fait qu'on a donc cette population bactérienne qui conduit à la formation d'un abcès qui peut être d'abord localisé et puis va se diffuser dans l'abdomen et faire une péritonite maintenant généralisée. Maintenant, cette péritonite-là cette infection aura comme pour conséquence généralement sur le plan général, des problèmes liés à l'hypovolémie, les problèmes liés à l'infection. Généralement, les problèmes liés à l'hypovolémie sont le plus souvent dû à la formation du troisième secteur. Comme vous le savez très bien, le troisième secteur, c'est donc ce liquide-là qui est formé et qui n'est pas utilisé. C'est un liquide dans une cavité ou bien dans un espace qui n'est pas utilisé par l'organisme et qui ne participe pas aux échanges. Et ce troisième secteur-là se forme généralement
comme nous avons dit, la pullulation des bactéries vont entraîner la formation de fausses membranes qui vont tenter de circonscrire donc cette infection. Ça va donc former cet abcès et cette collection-là. Et ensuite, cet abcès, par contiguïté avec les organes de voisinage, avec l'intestin, va entraîner un iléus paralytique, va entraîner une paralysie de l'intestin dans son péristatisme, ce qu'on appelle un iléus paralytique. Et il y aura donc une stase des sécrétions digestives et qui va encore majorer ce troisième secteur-là. Ce troisième secteur-là, donc, pour conséquence la plus importante, l'insuffisance rénale. Il faut noter que l'insuffisance rénale ici est multifactorielle. Premièrement, d'abord, nous avons une insuffisance rénale fonctionnelle qui est due généralement au troisième secteur, au choc septique. Choc septique qui va entraîner une hypotension, qui va entraîner donc une réduction de la circulation, du flux sanguin, du flux des liquides et qui vont entraîner cette insuffisance rénale, cette insuffisance rénale pré-rénale ou organique ou fonctionnelle, pardon. Et cette insuffisance donc rénale fonctionnelle ou pré-rénale va donc, de par son évolution, entraîner donc une nécrose tubulaire aiguë. Cette nécrose tubulaire aiguë est due au fait d'une tubulonéphrite interstitielle, c'est-à-dire on aura donc une destruction des tubules rénaux et qui va donc entraîner donc cette nécrose tubulaire et par contiguïté entraîner donc une insuffisance rénale organique. Donc, c'est ça le grand danger de la formation du troisième secteur de la péritonite. Cette insuffisance rénale-là qui est d'abord fonctionnelle et ensuite organique. Maintenant, cette péritonite aussi, au niveau des poumons, puisque c'est en train des complications générales, que ce soit au poumon, au rein, au foie, au niveau du poumon, on aura une diminution dans la fonction ventilatoire, ce qui va entraîner une atélectasie. Cette diminution de la fonction ventilatoire est due au fait que, vous savez, les muscles de la paroi abdominale participent aussi à la respiration. Donc, vu qu'on aura cette contracture et cette paralysie de ces muscles-là qui ne vont plus participer à réguler la fonction ventilatoire, va donc réduire ces fonctions ventilatoires-là et qui va entraîner donc cette atélectasie. Maintenant, cet épanchement qu'il y aura dans la cavité abdominale va diffuser à travers le diaphragme et irriter et se verser aussi dans la cavité pleurale, ce qui va entraîner donc cet épanchement pleural réactionnel par contiguïté. Et il faut noter aussi que cette diffusion de sécrétion va s'accompagner aussi de diffusion de bactéries, de diffusion de toxines, ce qui va donc entraîner cette toxine-infection et qui peut donner un syndrome de détresse respiratoire aiguë. Au niveau du métabolisme, du fait de l'infection, du fait de ces échanges, nous aurons donc l'organisme qui va se mettre en hypercatabolisme, ce qui va donc entraîner cette dénutrition on peut avoir une perte pondérale d'environ 100 mg par jour. On aura une acidose métabolique du fait de la diminution des échanges, surtout au niveau respiratoire, de l'hypoperfusion tissulaire, de l'hypoxie, qui va entraîner aussi une acidose métabolique. Ce sont les complications sur le plan systémique. Sur le foie, généralement, nous avons une ictère infectieuse, c'est-à-dire l'infection par contiguïté va aussi avoir des effets néfastes sur le foie, ce qui va donc entraîner cet ictère infectieux et par la suite entraîner des troubles de la coagulation sanguine à cause des toxines, infections et autres. Donc, ce qu'on peut dire aussi, c'est plus la perforation est haute dans la survenue des péritonites, plus la chance d'avoir un bon suivi, un bon pronostic, du fait que les germes, plus le tractus digestif et au moins les germes sont nombreux et dans les sécrétions, favorise aussi le fait que les péritonites, généralement hautes ou chimiques, ont parfois un bon pronostic par rapport au pronostic septique. C'est juste à cause du nombre de germes qui est moins important à ce niveau-là. Et le péritone, dans son rôle d'organe de défense, peut nous aider à juguler généralement ces infections-là. Comme nous avons dit plus haut, nous pouvons classer les péritonites selon trois grands groupes. Ici, nous pouvons maintenant classer les péritonites selon leur mode de survenue. Les péritonites peuvent survenir de façon spontanée ou primitive, sans lésion apparente, sans perforation, peut être de façon très simple, sans perforation, sans effraction du tractus digestif. Et généralement, si c'est par voie hématogène que nous avons ce type de péritonite, dite péritonite primaire.
On les retrouve souvent chez les enfants, qu'on appelle les péritonite liés dû au pneumocoque, chez les patients avec la tuberculose, les tuberculoses péritonéales, par exemple, qui sont liées qui sont comment dire, transmis de façon hématogène. Nous avons aussi l'infection du liquide d'acide chez les patients généralement qui souffrent d'insuffisance hépatique avec acide, ou bien des patients avec des systèmes de drainage péritonéal. On peut avoir ce genre d'infection dans le liquide péritonéal. Ceux qui ont parfois les dialyses péritonéales aussi, cette infection-là peut entraîner des péritonites. Ça, c'est les péritonites primitives ou péritonites primaires. Maintenant, nous pouvons aussi avoir les péritonites dites secondaires qui sont liées, comme nous avons dit, le plus souvent à une effraction du tractus digestif, que ce soit tractus digestif haut ou bas. Nous avons ces péritonites donc secondaires. Et ensuite, nous avons les péritonites tertiaires qui sont généralement les péritonites post-opératoires. C'est ce qu'il faut savoir la plupart. Ce sont les péritonites post-opératoires. Et aussi, nous pouvons classer les péritonites selon la localisation anatomique. Tout à l'heure, nous avons dit que le péritoine permettait de faire une petite séparation entre l'étage sus-mésocolique et l'étage sous-mésocolique. Généralement, les organes de l'étage sus-mésocolique sont les organes tels que l'estomac, le duodénum et les voies biliaires. C'est généralement ceux-là qui donnent des péritonites chimiques. Et l'étage sous-mésocolique, c'est généralement le reste du tractus digestif, savoir le grêle, l'appendice, le côlon, qui peuvent avoir des diverticules et autres, et donner ce qu'on appelle les péritonites donc dites secondaires. Maintenant, comme type de description, nous avons choisi la péritonite aiguë généralisée par perforation du cercle gastro-duodénal. Ça, c'est la péritonite qu'on rencontre le plus souvent en pratique. C'est généralement ces patients-là qui peuvent avoir un bon pronostic s'ils sont vus tôt. C'est pourquoi nous avons choisi ce type de description. Il faut noter que la péritonite ici liée ou bien due à une perforation du cercle gastro-duodénal arrive souvent chez les patients qui peuvent avoir des notions d'épigastralgie chronique, c'est-à-dire qui ont des ulcères qui peuvent être gastriques ou duodénales, mais parfois qui ne sont pas diagnostiqués par une fibroscopie, mais présentent des épisodes d'épigastralgie chronique qui peuvent donc traduire un ulcère gastro-duodénal. C'est généralement parfois aussi chez des patients qui ont des notions de prise d'AINS qui sont les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Beaucoup de gens les prennent lors des traumatismes, lors des petits bobos. Chacun se procure un ANS. Et puis, cela peut engendrer des perforations. Il faut noter que généralement aussi, c'est parfois la perforation qui montre même qu'on avait un phénomène d'ulcération qui était en train d'être couvé. Généralement, on les retrouve généralement chez 30% de nos patients qui arrivent et c'est en pair-up qu'on se rend compte que ce patient avait un ulcère et qui s'est perforé. Maintenant, c'est généralement des patients qui vont venir et se plaindre d'une douleur abdominale brutale. Généralement, on dit un coup de tonnerre dans un ciel serein, au coup de poignard pétrinant de Dieu la folle. C'est-à-dire un patient qui était bien, qui n'avait pas de problème, directement se retrouve avec une douleur abdominale d'apparition brutale, tel un coup de poignard, qui est généralement localisation épigastrique et qui se généralise très rapidement. À côté de ça, on peut avoir d'autres signes associés, les signes de choc, les hypersudations, les vomissements et l'évolution, quelques heures, va se marquer par l'arrêt des matières de gaz. Nous insistons sur l'arrêt des matières de gaz ici parce que, comme nous avons dit, la plupart de nos patients que nous retrouvons viennent déjà avec un délai de plus de 6 heures. C'est-à-dire quand la péridurale a déjà bien évolué, après avoir pris des calmants et autres, c'est pourquoi nous pouvons les retrouver avec des arrêts de matières de gaz. Comme nous avons des signes généraux, généralement, on a un patient avec une température qui est normale quand c'est vu dans les moins de 6 heures après la perforation. Et plus tard, quand c'est vu plus tard, on peut avoir dans ce cas une hyperthermie. Nous avons une tension artérielle qui peut être normale ou basse, un pouls qui peut être accéléré lié au fait de la douleur, de l'état de choc, une fréquence respiratoire qui est généralement élevée. Maintenant, lorsque vous examinez votre patient, quels sont les signes que vous pourrez retrouver à l'examen physique de votre patient? Après d'avoir écouté les plaintes de votre patient, c'est un patient généralement qui est dévêtu, en décubitus dorsal, sous un bon jour. Ce qu'on observe d'abord à l'inspection, c'est qu'on a une diminution de la mobilité de l'abdomen. On a une diminution des mouvements respiratoires abdominaux. On peut voir chez les sujets jeunes, minces, c'est chez eux qu'on peut voir la saillie des muscles droits
Ça, c'est déjà des signes de contracture, puisque la contracture, il faut noter que la contracture se voit à l'inspection et à la palpation. Les signes à l'inspection de la contracture, c'est ça, c'est un abdomen qui est immobile. Généralement, on peut avoir cette saillie des muscles grands droits. Ça, c'est les signes de contracture qu'on voit souvent à l'inspection. Ensuite, lorsque vous allez palper cet abdomen, vous allez voir un abdomen qui est douloureux à la palpation. Tout d'abord, on peut avoir une hyperesthésie cutanée, un abdomen qui est douloureux. Généralement, cette douleur peut être localisée ou bien peut avoir un point esquis et être diffuse. C'est une douleur qui est diffuse, mais avec un point esquis. Ce point esquis qui est généralement en regard donc du foyer infectieux. Maintenant, c'est un abdomen qui est dur. C'est ce qu'on appelle le ventre de bois. C'est un abdomen qui est vraiment dur. Et généralement, cette contracture, on dit souvent que cette contracture, elle est permanente, elle est douloureuse, elle est tonique, elle est invincible et extensive. Ça, c'est la caractéristique de la contracture. Je répète, elle est permanente, elle est douloureuse, elle est tonique, elle est invincible, elle est extensive. Permanente, ça veut dire qu'elle ne se relâche pas. Douloureuse, tout le monde on comprend déjà, c'est un truc qui est très douloureux. Maintenant, invincible, c'est-à-dire lors de la palpation, c'est difficile pour vous de vraiment apprécier les organes qui sont sous-jacents. Extensive parce qu'elle progresse du foyer vers la périphérie. Donc, nous avons, c'est pourquoi cette contracture se voit dans l'inspection et à la palpation. Et nous avons dit tantôt que c'est le signe majeur de la péritonite. Et cette contracture-là peut avoir un équivalent quand on a une défense généralisée. Généralement, c'est chez les patients qui sont obèses, les patients qui sont les vieillards, ou bien des patients, la péritonite qui a déjà mis très longtemps, une vieille péritonite, comme on peut dire, qui vient dans les 3 ou 4 jours après un patient qui est déjà en état de choc et autres. On peut donc avoir plutôt une défense généralisée. C'est donc l'équivalent de la contracture, c'est cette défense non généralisée. Entre autres, l'hyperesthésie cutanée, nous pouvons avoir donc une abolition des réflexes cutanés abdominaux et généralement le cri de l'ombilic. Ensuite, après la palpation, lors de l'auscultation, nous pouvons avoir des mues vésiculaires qui sont diminuées ou abolies liées à l'ileus paralytique que nous avons. Ensuite, à la percussion, ce que nous allons le plus souvent rechercher à la percussion, c'est cette disparition de la matité préhépatique. On doit plutôt rechercher un tympanisme préhépatique ou bien périhépatique qui va nous orienter en faveur d'une perforation d'un organe creux. C'est-à-dire, c'est le signe d'un pneumopéritoine. C'est ce que nous cherchons le plus souvent lors de la percussion. Maintenant, tout examen de l'abdomen ne peut pas finir sans un toucher rectal. Pour toucher dans rectal, ce que nous allons objectiver, c'est quoi? Nous allons objectiver une masse douloureuse, un empattement des cul-de-sac de Douglas et cette douleur au toucher. Généralement, ça, c'est les signes cliniques que nous pouvons observer lors de l'examen d'un abdomen chez un patient qui a une péritonite. Maintenant, après un examen clinique et une suspicion de diagnostic de péritonite, les bilans paracliniques que nous pouvons demander, qui peuvent nous aider encore à faire un bon diagnostic et à faire un bon suivi de nos patients, pouvons avoir des bilans qui sont radiologiques ou bien biologiques. Comme examen radiologique, le premier examen qui est facile, qui est à notre portée, c'est généralement l'ASP. À l'ASP, il faut noter que l'ASP ne doit pas retarder dans la mise en route d'un traitement. L'ASP, généralement, ici, c'est un cliché qui est généralement debout, de face, ou bien chez un patient qui peut être debout, c'est un cliché de face couchée, centré sur les coupoles diaphragmatiques, surtout quand on est debout. Si la position debout vraiment n'est pas possible, c'est un cliché de profil couché avec les rayons qui sont horizontaux. Qu'est-ce qu'on recherche lorsque on demande notre ASP? Ce que nous recherchons à l'ASP, c'est généralement une grisaille diffuse. La grisaille diffuse, c'est donc qui nous prouve donc qu'il y a un épanchement liquidien diffus. C'est ça qui nous donne cette grisaille diffuse. Maintenant, nous pouvons chercher des anses grêles qui peuvent être en mosaïque, c'est-à-dire ou bien empâtées, généralement comme dans les plastrons appendiculaires qui sont généralement des signes de péritonite, par exemple, localisés. Nous recherchons les anses qui peuvent être empâtées ou on appelle ça anses sentinelles. C'est des choses comme ça que nous pouvons rechercher. Nous pouvons aussi rechercher un décollement, généralement par état du côlon. C'est généralement les signes d'un épanchement dans les gouttières pariétocoliques.
Aussi, nous pouvons rechercher généralement la présence d'un croissant gazeux, comme ce que vous avez en image là, qui sont les signes généralement de perforation du tractus digestif. C'est un croissant gazeux inter-hépatodiaphragmatique ou sous-diaphragmatique gauche lorsqu'on a un Kichel centré sur les coupoles, pardon. Et généralement, c'est le signe d'une perforation d'un organe creux. Entre autres, nous pouvons aussi rechercher, ça c'est pour la culture, un calcul radio-opaque au niveau de l'hypochondre droit. Si nous avons un calcul radio-opaque, c'est généralement dans les péritonites liés aux perforations de la vésicule biliaire avec un iléus biliaire, c'est-à-dire la migration d'un calcul de la voie biliaire dans le tractus digestif à travers une fistule. Généralement, ça c'est en gros les signes que nous pouvons rechercher dans notre aspect. Donc, si je me rappelle la grisaille diffuse, qui est le signe de l'épanchement, les signes de perforation et d'autres signes associés comme des lances sentinelles qui peuvent être en faveur d'une appendicite, d'un calcul radio-opaque qui peut être en faveur d'une lésion de la vésiculaire. Ça, c'est généralement ce qu'on peut demander à l'ASP. Maintenant, dans d'autres contextes, nous pouvons demander une TDM abdominale avec injection de produits contraste. Ça, c'est généralement pour faire le diagnostic d'organe. Quel est l'organe qui est affecté? Quelle est la pathologie sous-jacente? Mais il faut noter dans notre contexte, vu l'urgence et vu la présentation qui est des patients, il est vraiment difficile de demander souvent cet ASP. Généralement aussi, on peut demander une échographie abdominale. L'échographie abdominale va juste nous montrer l'épanchement dans les zones déclives de l'abdomen. Et parfois, ça peut nous montrer certains signes. S'il y a une appendicite en dessous, s'il y a un abcès appendiculaire, si on a une cholécystite qui peut être à l'origine de notre péritonite. Ça, c'est pour l'échographie. Maintenant, lorsque nous avons fini notre bilan morphologique, nous pouvons demander un bilan biologique qui est généralement un bilan de retentissement. Savoir demander un NFS. À la NFS, on s'attend à retrouver une hyperleucocytose polynucléaire. Généralement, c'est dans les péritonites généralement septiques, les péritonites du tractus digestif bas, on les retrouve. Dans les péritonites chimiques, généralement, dans les premières heures, comme nous avons dit, les premières heures, nous ne pouvons pas encore avoir ces signes d'infection-là. Donc, vous pouvez avoir une NFS qui est tout à fait normale. Dans d'autres cieux, on peut pratiquer aussi une hémoculture pour avoir le germe qui est en cause et puis l'antibiogramme pour pouvoir mieux prendre en charge notre patient. Aussi, nous pouvons demander l'ionogramme sanguin. Comme nous avons dit, nous avons dans les péritonites la formation du troisième secteur avec des conséquences sur la volémie. Et généralement, qui dit conséquences sur la volémie peut aussi avoir des conséquences sur le bilan ionique. Ensuite, nous pouvons demander l'urée-créatinémie pour voir le fonctionnement du rein et qui peut aussi nous aider aussi dans la décision, soit est-ce qu'une dialyse avant d'entrer au bloc opératoire, bien est-ce qu'il faut une dialyse, comme c'est une réanimation pré- et post-opératoire, est-ce qu'en post-opératoire, ça va nécessiter une dialyse à cause de l'insuffisance rénale ou pas? Ça, c'est l'importance de l'urée à créatinémie. Bon, les gaz du sang ici, c'est dans d'autres cieux pour évaluer, comme nous avons dit tout à l'heure, sur le plan métabolique, les signes d'acidose métabolique qui sont généralement les conséquences de cette péritonite. Et qui dit chirurgie dit bilan d'hémostase. Nous ne pouvons pas oublier le bilan d'hémostase. Pour la chirurgie, on peut ajouter à ça un bilan, un groupe sanguin et rhésus, une glycémie pour aller plus loin et des bilans tels que le test diagnostic du VIH, entre autres. Mais ils sont importants, mais ils ne sont pas systématiques. Dans notre dossier aussi, on peut demander aussi un bilan hépatique complet, les azates, alates, les gamma-GT, la bilirubine totale et conjuguée, la lipasémie à la recherche d'une complication ou un retentissement hépatique ou pancréatique de votre péritonite, vu que c'est une infection, c'est une septicémie qui peut avoir des complications générales. Bien, lorsque nous avons diagnostiqué, nous avons fait les bilans et nous préparons à faire notre prise en charge, nous devons déjà avoir un pronostic. Même avant d'aller au bureau, nous devons avoir un pronostic qui nous permet aussi de savoir quels sont les gestes que nous allons faire. Est-ce que nous allons faire des gestes rapides? Est-ce que nous allons faire des gestes de protection et autres? Nous allons nous baser sur certains facteurs de gravité ici qui sont liés au terrain,
qui sont liées au type de péritonite, qui sont liées au délai de la prise en charge. Ça nous permet de faire un pronostic. Et genre, le pronostic ici peut nous conduire à une évolution favorable si nous avons pris la péridot dans les bons délais, si le patient ne présente pas de tard. Généralement, nous avons un pronostic qui est favorable. Mais malheureusement, nous avons dans notre contexte, les patients viennent avec des formes tardives, ce qui fait que la prise en charge n'est pas toujours optimale avec les différences multiviscérales et conduisent à la mort, comme nous avons dit, entre 30 et 50% des patients. Maintenant, notre péritonite peut avoir plusieurs formes cliniques. Chez des patients, nous avons dit immunodéprimés, les vieillards, nous avons les formes dites asthéniques, qui se trouvent généralement chez les patients immunodéprimés, sous corticothérapie, les vieillards. C'est généralement des patients calmes, il n'y a pas de contracture, mais nous avons juste un météorisme abdominal, pas de bruit hydroaérique, l'abdomen est souple, avec peut-être généralement une simple douleur, avec des défenses localisées. Ce n'est qu'au toucher rectal qu'on objective une douleur au cul de sac, un cri de lombic qui nous permet souvent d'orienter vers une péritonite. Sinon, pas de signe de contracture. Pourtant, nous avons dit tout à l'heure que la contracture, c'était le signe majeur des péritonites. Donc, dans ce cas de péritonite, des formes asthéniques, il n'y a donc pas cette contracture. Les formes toxiques, généralement, sont des formes qui évoluent très rapidement vers un tableau de choc septique. C'est des formes vraiment fulminantes. Maintenant, selon les formes topographiques, nous avons généralement les péritonites aiguës généralisées hautes, sus-mésocoliques ou sous-mésocoliques, pouvant avoir des formes telles qui se manifestent par des plastrons. Ça, c'est les formes topographiques, les plastrons, qui peuvent être les plastrons appendiculaires, les plastrons au niveau de l'hypochondre droit, dans dans les cholécystites, pour avoir les plastrons qui sont localisés plutôt en fosse iliaque gauche, dans les diverticulites. Ce sont généralement les formes des différentes formes topographiques de péritonite, petites péritonites localisées. Pour avoir les abcès du Douglas, qui font aussi partie de certaines formes topographiques de péritonite. Nous pouvons aussi avoir les abcès soufréniques et les abcès périhépatiques, généralement qu'on retrouve dans les pathologies telles que le chlamydia. Maintenant, pour se répéter, nous avons dit que selon l'étiologie, les péritonites généralisées secondaires sont liées généralement à la perforation d'organes creux ou bien une diffusion d'un foyer infectieux intrapéritonéal. Ça, c'est l'exemple typique, c'est généralement dans les appendicites qui peut donner la péritonite en 1 temps, 2 temps ou 3 temps. Et puis, nous avons les péritonites primitives. Nous avons déjà dit qu'on retrouve généralement chez les enfants, chez les patients cirrhotiques et chez les patients avec insuffisance rénale qui bénéficient de dialyse péritonéale. Bien, nous avons déjà dit que les péritonites asthéniques sont généralement chez les patients immunodéprimés, sous corticothérapie des patients et les vieillards. Bon, ici, c'est juste pour vous rappeler, dans l'évolution, les complications de ces péritonites-là, nous avons déjà dit dans l'introduction, généralement, les péritonites aiguës généralisées se compliquent d'insuffisance rénale, de choc hypovolémique, de choc septique, d'infection pulmonaire, d'hépatite, entre autres. Bien, maintenant, lorsque nous avons une péritonite, est-ce qu'il existe des diagnostics différentiels malgré le fait que nous ayons des contractures, des cris de l'ombilic, des cris du Douglas? Est-ce que nous avons souvent des pathologies qui ressemblent à ces péritonites-là malgré qu'on ait tous ces signes? Oui, exactement. Nous avons des affections médicales qui ressemblent à des péritonites. Vous verrez souvent dans les urgences des patients qui vont venir des crises hyperagiques du cercle gastro-duodénal qui ressemblent typiquement à des péritonites. Si vous ne faites pas attention, vous pouvez passer à côté de ce diagnostic et penser que c'est une péritonite et faire des gestes invasifs et pour vous retrouver à la fin sans signe vraiment franc de péritonite, sans signe de perforation gastrique, sans épanchement péritonéal. Vous allez vous retrouver vraiment un abdomen propre. Généralement, c'est ce qu'on retrouve aux urgences, des crises hyperagiques du cercle gastro-duodénal. Et on les retrouve généralement chez des jeunes filles.
c'est des adolescents de sexe féminin. C'est eux qui viennent souvent avec ce type de présentation. Nous avons l'infarctus du myocarde aussi qui peut ressembler à la péritonite par perforation gastrique, généralement parce que c'est une douleur aussi en coup de poignard, localisation épigastrique. Mais ici, les différences peuvent se faire de par l'irradiation de l'infarctus du myocarde qui n'est pas la même chose. Et puis, on n'a pas de contracture ici. Maintenant, pour aussi les crises chez les drépanocytaires, ça, c'est les crises abdominales chez les drépanocytaires qui ressemblent aussi à des à des douleurs type péritonite. Mais ici, la différence est vite faite parce qu'on va se rendre compte que dans les antécédents, c'est un patient qui est drépanocytaire, qui est suivi et qui présente juste un épisode douloureux dans son syndrome, qui entre dans le cadre des syndromes douloureux des drépanocytaires. Maintenant, certaines affections chirurgicales aussi peuvent ressembler à ces péritonites aiguës généralisées. Pour avoir les occlusions intestinales aiguës qui ressemblent généralement aux iléus paralytiques que nous avons dans les péritonites. Aussi, dans l'occlusion intestinale aiguë, dans la forme évolutive de l'occlusion intestinale aiguë, nous avons généralement une translocation bactérienne dans la formation du troisième secteur qui peut donner aussi des péritonites, des fièvres et autres. Donc, l'évolution de l'occlusion intestinale aiguë peut donner aussi un tableau de péritonite. Nous avons aussi des pathologies très graves telles que l'infarctus mésenterique qui se présente aussi par un coup de douleur, coup de poignard, généralement des des rectorragies, une douleur abdominale. C'est ça qui fait la différence, la présence des rectorragies. C'est ça qui va éliminer sa péritonite de l'infarctus mésenterique. L'infarctus mésenterique, vraiment, c'est un diagnostic qui est vraiment difficile à poser. Mais il ne faut jamais oublier de penser à ça lorsqu'on est en face d'une péritonite aiguë généralisée avec rectorragie. Les pancréatites aiguës, généralement, qui dans leur phase de chronicité peuvent entraîner des syndromes douloureux et type péritonique avec des épanchements qu'on peut voir aussi à la paraclinique. On peut parler aussi des coliques néphrétiques et des coliques hépatiques qui peuvent, par mégarde, ressembler à des péritonites aiguës généralisées. Bien, ici, cette diapositive permet de vous montrer les différentes étiologies fréquentes des péritonites dans notre contexte, les péritonites appendiculaires. Nous avons dit, ce sont aussi des formes de péritonites localisées, les péritonites liées à des diverticules, les péritonites par perforation biliaire qui va donner les iléus biliaires, par exemple, les perforations typhiques qui sont devenues de plus en plus rares, les perforations coliques cancéreuses, eux, qui deviennent au contraire de plus en plus nombreuses avec, nous avons beaucoup de patients qui présentent maintenant des cancers digestifs et la plupart se manifestent par des perforations, surtout les cancers du côlon droit. Parce qu'il faut savoir que les cancers du côlon droit évoluent avec les perforations, par diastasis, et les cancers du côlon gauche se manifestent plutôt par sténose. Donc, lorsque vous avez un patient suspecté un cancer, il y a les signes de péritonite, il faut penser à un cancer du côlon droit. Vous recevez les péritonites d'origine génitale dans les PID. On les trouve généralement chez les femmes avec des infections à chlamydia, les femmes avec dans les contextes de post-abortum, on peut se retrouver des péritonites localisées dans la région pelvienne qui sont d'origine génitale. Ça, c'est les différentes étiologies possibles des péritonites auxquelles il faut penser lorsqu'on examine un patient. Après avoir posé le diagnostic, on a eu les bilans paracliniques. Maintenant, quelles sont les possibilités thérapeutiques qui se présentent à nous? Et quels sont d'abord les buts de ce traitement? Le traitement dans la péritonite a pour but premièrement de restaurer la volémie, de corriger les désordres métaboliques, de débarrasser le péritone du liquide épanché, d'éradiquer la cause de la péritonite et de prévenir les complications. Maintenant, comme moyen, nous avons les moyens médicaux et chirurgicaux. C'est pourquoi nous avons dit que la péritonite est une urgence médico-chirurgicale. On n'amène jamais un patient de péritonite sur la table opératoire sans avoir au préalable fait une réanimation
à bon escient, même si c'est une réanimation de quelques minutes, on fait d'abord une bonne réanimation avant d'amener un patient qui souffre de péritonite sur la table opératoire. Le traitement de la péritonite n'est pas le bloc opératoire. Il passe d'abord par une réanimation hydroélectrolytique. Cette réanimation, on utilise généralement les solutés de remplissage, l'oxygénothérapie, une transfusion sanguine, une antibiothérapie probabiliste à large spectre, des antisécrétoires. Et on peut aussi faire un traitement médical de Taylor. Nous allons y revenir sur la prise en charge de Taylor, qui entre dans la prise en charge médicale des péritonites ou bien des perforations gastriques quand elles sont vues tôt. Maintenant, en ce qui concerne le traitement chirurgical, nous avons deux attitudes thérapeutiques. L'attitude la conventionnelle, celle que nous utilisons la plus, c'est la bord à ciel ouvert, dite la parotomie. Maintenant, dans certains contextes, surtout quand la péritonite est vue tôt, dans ses débuts, lorsque l'épanchement est de faible abondance ou de moyenne abondance, nous pouvons faire généralement les abords cœlioscopiques. C'est généralement réservé à des cas vraiment à des séries limitées. Ce n'est pas dans tous les cas de péritonite qu'on utilise la cœlioscopie, vu que il faut d'abord être aussi expérimenté en cœlioscopie pour pouvoir réaliser ce traitement, le traitement de péritonite par voie cœlioscopique, parce que l'un des grands axes de la prise en charge de la péritonite, c'est la toilette péritoniale et qui est difficile lors de l'abord cœlioscopique lorsqu'on n'est pas habitué, lorsqu'on n'est pas used to. Comme nous avons dit, la réanimation médicale, c'est le pilier vraiment de la prise en charge. N'est jamais amener un patient de péritonite sur la table opératoire sans avoir au préalable réalisé cette réanimation hydroélectrolytique. La prise en charge consiste à un remplissage avec des voies veineuses de bon calibre, généralement deux grosses voies veineuses de bon calibre avec un cathéter G18 minimum, une sonde nasogastrique, un sondage vésical pour pouvoir évaluer la diurèse, une antibiothérapie à large spectre, des antalgiques, des inhibiteurs de la pompe à protons et une surveillance rigoureuse des paramètres et de l'évolution. C'est dans ces moyens médicaux qui consistent dans cette préparation du malade aussi. On n'oublie pas aussi le pronostic, l'information de la famille, tout ça dans la préparation du malade pour que le malade, quand il entre, s'il doit aller au bloc opératoire, soit bien informé, la famille soit bien informée surtout des risques, des pronostics, parce que nous avons les patients qui arrivent généralement avec des péritonites vraiment tardives. Il est important de faire un bon counseling sur le pronostic parce que nous avons dit le traitement et la réanimation pré et surtout post-opératoire. Ce n'est pas l'acte chirurgical qui fait guérir de la péritonite, mais c'est cette réanimation qui y a tout autour de la péritonite, de la prise en charge d'un patient avec péritonite. Généralement, lors de l'exploration, lors de la laparotomie, de la cœlioscopie, ce que nous faisons une exploration de la cavité abdominale, de tous les recoins, de tous les coins de la cavité, déroulons les anses pour chercher d'abord l'étiologie. Ensuite, nous faisons les prélèvements bactériologiques, généralement le pus ou bien les sécrétions, pour pouvoir faire l'antibiogramme et avoir une antibiothérapie adaptée plus tard. Ensuite, nous faisons les gestes de réparation quand c'est nécessaire. C'est-à-dire, on peut faire une appendicectomie si c'est lié à une appendicite. Si c'est une perforation gastrique, on peut faire une plastie gastrique ou bien gastrectomie partielle dans la prise en charge de l'ulcère gastro-duodénal. Et surtout, l'élément le plus important, c'est la toilette. La toilette péritoniale. On peut utiliser minimum au moins 10 litres de sérum physiologique légèrement chauffé ou bien tiède pour faire une bonne toilette et une bonne aspiration de tous les recoins. Donc, comme nous avons dit, les grands axes de la prise en charge de la péritonite, c'est traitement médical, toilette péritoniale, le drainage péritonial. Maintenant, dans les cas particuliers, tels que la perforation du cercle gastro-duodénal, on peut faire un suture simple, on fait une éradication de H. pylori, qui est généralement l'étiologie de l'ulcère. Nous pouvons faire une pylorotomie ou bien une vagotomie, qui sont généralement certains types de gastrectomie qui permettent de faire le traitement de fond de l'ulcère gastro-duodénal. La pyrotomie est associée à la vagotomie. C'est vraiment les interventions de Billroft, genre Billroft 1 ou Billroft 2, qu'on peut utiliser. Maintenant, lorsque nous avons l'origine liée à un problème
de la vésicule biliaire, on peut faire une cholécystectomie. Généralement, lorsqu'on a une perforation iliale, on fait des intestinaux, on fait des résections anastomoses. Et comme là, quand c'est lié à une appendicite, on fait une appendicectomie pour pouvoir juguler, éradiquer le foyer infectieux. Donc, généralement, c'est comme ça qu'on procède dans la prise en charge des péritonites. Maintenant, dans quel cas nous pouvons utiliser la méthode de Taylor? La méthode de Taylor aussi, c'est un traitement médical des perforations gastriques vues tôt. Généralement, lorsqu'on a une péritonite par perforation gastrique qui est vue dans un délai de moins de 6 heures, nous pouvons essayer de faire un traitement de façon médicale. C'est ça qu'on appelle la méthode de Taylor. Et ça répond à certains critères, à certaines conditions. Ce n'est pas chez tous les patients qu'on utilise cette technique. Premièrement, d'abord, ça doit être un patient dont le diagnostic de perforation gastrique est certain. Parce que si on a un patient, par exemple, qui a une cholécystite et que vous partez faire un traitement de Taylor, vous êtes d'accord avec moi que ça va plutôt entraîner des complications. Il faut qu'on soit sûr d'abord que c'est une perforation gastrique. Le diagnostic doit être sûr. On doit avoir vu à l'ASP un croissant gazeux. Ça doit être un patient chez qui on a fait une fibroscopie il y a quelques mois, moins de 6 mois, qui a montré que ce patient avec un ulcère et qui s'est perfo bien. C'est un patient chez qui on a les antécédents de prise d'AINS. Donc, il faut vraiment être sûr et certain que c'est un patient qui souffre vraiment du cerf gastro-duodénal et qui s'est perforé. Ça, on insiste dessus. Maintenant, ça doit être un patient qui doit être à jeûne au moment de la perforation. Pourquoi il doit être à jeûne? Parce que si le patient a pris son repas, on est d'accord que les sécrétions qui vont couler, ce sera du sucre digestif mélangé à son bol alimentaire. Le bol alimentaire qui est plein de germes va donc être un ensemencement de la cavité péritonéale et entraîner dans une péritonite, quel que soit le traitement qu'on va faire. Donc, ça doit être un patient qui doit être à jeûne, ce qui fait que les sécrétions qui s'écoulent de la cavité péritonéale sont juste des sécrétions chimiques pauvres en germes. Là, on dit donc, dans l'estomac, les germes sont de l'ordre de 10 puissance 3 par millilitre. Donc, que cette quantité qui passe, ça soit vraiment pauvre en germes, il doit permettre dans notre péritone de jouer son rôle de protection, de pouvoir juguler cette infection-là minime. C'est pourquoi le patient doit être à jeûne au moment de la perforation. Et comme nous avons dit, le patient doit être vu dans moins de 6 heures suivant la perforation et il ne doit pas avoir des signes de gravité, que ce soit des chocs, des hémorragies ou bien des défaillances multiviscérales. C'est un patient qui doit vraiment être en bon état. Il ne doit pas avoir de maladie. Sa maladie ulcéreuse doit évoluer depuis moins de 3 mois. Il ne doit pas avoir de fièvre ou bien des signes de gravité. C'est généralement chez ces patients-là qu'on essaie ces méthodes de Taylor. Et en quoi donc consiste ces méthodes de Taylor? Ces méthodes de Taylor consistent d'abord à mettre le patient doit être à jeun. Nous devons poser une sonde nasogastrique en aspiration douce pour pouvoir vider les sécrétions digestives. Nous devons mettre des voies veineuses avec des apports hydroélectrolytiques en compensation de la sonde nasogastrique, donc une bonne réhydratation. Nous devons mettre une antibiothérapie à large spectre par voie parentérale. Généralement, on met une antibiothérapie probabiliste, généralement contre les germes gram négatifs et les anaérobes. Le plus souvent, on peut utiliser les combinaisons amoxicilline plus acide clavulanique associé à un aminoside. Ça, c'est un exemple classique. Ensuite, nous devons mettre un traitement anti-ulcéreux. Généralement, on met les inhibiteurs de la pompe à protons à double dose par voie parentérale. Dans d'autres solutions, on peut utiliser les pousses sanguines électriques pour avoir donc cette perfusion continue d'IPP. Bon, on n'oublie pas de mettre les antalgiques, la prévention de la maladie thromboembolique et surtout une surveillance armée. La surveillance armée ici consiste à rechercher les signes de gravité qui nous fait dire que la péritonite chimique est passée à une péritonite déjà septique et là, il faut intervenir. Donc, cette surveillance doit vraiment être armée. Le réanimateur doit être au courant, le bloc opératoire doit être préparé, la famille aussi doit être préparée. Maintenant, lorsque l'évolution est favorable, on continue le traitement parentéral qui est maintenu pendant 7 jours. Ensuite, au 7e jour, on peut passer à un relais par voie orale. Et la réalimentation peut être progressive à partir du 7e jour. Le traitement par voie orale relayée, c'est vraiment les antibiotiques pour une éradication des Helicobacter pylori. Notre traitement par IPP est maintenu pendant au moins 6 semaines per hausse.
Et puis, on fait un contrôle de la cicatrisation par une fibroscopie gastro-duodénale. Et si possible, les biopsies doivent être faites pour se rassurer que c'est juste un simple ulcère gastrique et aussi pour permettre le diagnostic d'Helicobacter pylori. Donc, ça, c'est ce qu'on nous a dit, les éléments de surveillance qui sont les plaintes, l'état de l'abdomen, la surveillance qui est paraclinique et qui est biologique et imagérique. Donc, nous avons dit l'évolution va être favorable lorsque nous avons la disparition des signes fonctionnels, nous avons les constantes qui restent normales, nous avons la disparition du syndrome d'irritation péritonéale, l'absence de complications. Généralement, la durée moyenne d'hospitalisation va autour de 7 ou bien de 10 jours. Généralement, c'est ça la durée moyenne d'hospitalisation. Après ça, le patient peut rentrer à domicile et puis on programme pour une fibroscopie gastro-duodénale pour des prélèvements biopsiques. Lorsque l'évolution est défavorable, n'hésitons pas à planifier déjà une laparotomie exploratrice dès que possible. Parce que si nous forçons, ou bien lorsque c'est méconnu, ou bien lorsque les complications passent inaperçues, on se retrouve avec généralement des décès. Nous avons dit que les décès dans les péritonites sont de l'ordre de 30 à 50% des patients. Donc, pour vous dire qu'un patient sur deux qui arrive au péritonite a de grandes chances de mourir. Et c'est vraiment quelque chose de déplorable. Maintenant, en général, dans le traitement des péritonites, les complications que nous pouvons avoir, généralement, sont premièrement les péritonites tertiaires, qui sont les péritoниtes post-opératoires. On peut aller pour une péritonite et on n'arrive pas à juguler. Bien, on n'éradique pas tous les foyers d'infection. On se retrouve toujours avec des péritonites tertiaires qui sont des péritonites vraiment très graves, ou bien des péritonites localisées, qui se traduisent généralement par les abcès profonds, tels que les abcès sous-phréniques, les abcès du Douglas, les abcès dans les gouttières parétocoliques. Et dans ces péritonites post-opératoires, nous avons dit le pronostic est encore plus lourd que les péritonites secondaires, car il nécessite vraiment des gestes de réintervention et on intervient encore dans un contexte où on est dans un contexte inflammatoire, les anses sont accolées avec des adhérences, les risques de perforation iatrogène sont élevés et qui peuvent finir par des fistules entérocutanées dont la prise en charge est encore tellement importante et qui feront probablement partie des prochains exposés ou bien des prochains chapitres. En conclusion, qu'est-ce que nous pouvons dire en conclusion? Ce que nous devons retenir, c'est que la péritonite aiguë généralisée est une infection vraiment très grave, avec un pronostic vital parfois sombre, dans notre contexte surtout, parce que les malades sont généralement vus tard. Les malades ont fait d'abord ce que nous appelons souvent un parcours de différents hôpitaux, de différents praticiens avant de se retrouver dans les centres appropriés, ce qu'on appelle le tourisme médical. Ils ont parcouru tous les hôpitaux avant de se retrouver devant vous. Ils arrivent dans un contexte de sepsis grave, de sepsis sévère, avec déjà des signes de complications. C'est une infection très, 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 très grave. Et elle évolue généralement des défaillances multiviscérales, que ce soit le rein, le foie, les poumons, aucun organe n'est épargné. C'est pourquoi son diagnostic doit être précoce, la surveillance doit être importante, la prise de décision doit être rapide, afin que nous gardions un bon pronostic pour nos patients. Et il faut savoir que notre pronostic dépend aussi surtout du terrain, de l'étiologie, du délai de prise en charge et de l'attitude thérapeutique. Vraiment, si nous appliquons ces différentes méthodes, si nous suivons nos patients, si nous posons le diagnostic tôt, si nous faisons une bonne prise en charge optimale, généralement, nous pouvons réduire ensemble, nous pouvons réduire ce taux de mortalité qui pourra faire que dans quelques années, au lieu de 30% de décès, nous pourrons nous retrouver juste à 5% ou 10% de décès. Merci de m'avoir écouté. Désolé pour les soucis techniques du début. Je vous remercie. Merci de cette chronique, de cette brillante présentation. Je pense que tout le monde a été vraiment, vraiment édifié sur le sujet. Alors, c'est la minute questions-réponses. Ceux qui vont prendre la parole, c'est simple. Vous levez la main. Il y a une option lever la main dans le chat. Vous levez la main et au fur et à mesure, on va prendre des questions. On va prendre des séries de 3 questions. Après les réponses, on va prendre d'autres séries.
Donc, vous avez la parole. À qui je vais la prendre? Donc, vous levez d'abord la main pour un souci d'ordre et pour ne pas faire beaucoup de bruit. D'accord. On a déjà une main levée à Vicenne. Oui. Monsieur ou mademoiselle ou madame Avicenne, vous avez la parole pour votre question. Ouh. Bonjour docteur, c'est Avicenne. Voilà, concernant le cri de l'ombilic, je n'ai pas bien compris en fait. Et puis, il y a, là où il a parlé des anses, sentinelles, là aussi, j'aimerais qu'on me explique un peu. Voilà, merci beaucoup. D'accord. Merci Avicenne. On va prendre la question de Roni Dioga. Vous demandez l'alimentation en post-opératoire après une réparation d'une perforation gastrique. C'est bien ça, hein? Oui, c'est bien ça. D'accord, merci. OK, on va prendre une troisième question, la question de Lloyd. Ah, bon. Si Lloyd ne le prend pas, Kaline, vous avez la parole. Bonsoir, docteur. Merci pour la présentation. S'il vous plaît, si vous me permettez, essayez de vous présenter, de donner votre ville, votre faculté avant de poser les questions, s'il vous plaît. Ok, merci. Je suis le docteur Faga, médecin généraliste à l'Université de Douala, nouvellement sorti. Ma question se situe au D'accord. niveau de la méthode de Taylor. Après combien de temps est-ce qu'on peut penser que le traitement n'a pas marché parce que ça n'a pas été spécifié? Est-ce après 1 jour, 2 jours? Combien de jours d'opération est-ce qu'on peut dire que si les signes persistent, on peut passer directement à la méthode chirurgicale? Merci pour la question. D'accord, merci. Alors, docteur Carl, vous avez la parole. Oui, oui, Lloyd, on va prendre votre question. Bon, Oui, bonsoir, allez-y, je excusez-moi, vous écoute. c'était un problème technique. Merci, docteur, déjà pour la présentation. Et là, ma question se trouve au niveau du troisième secteur. La première question, quel est le nom scientifique du troisième secteur et quel type de déshydratation se fait au niveau du troisième secteur? Bon, OK, on va essayer de répondre aux questions au fur et à mesure. Il y avait une question concernant la réalimentation après chirurgie de l'estomac. Alors, d'aucuns diront, enseignement, c'était, on pense que l'estomac cicatrise, l'estomac est renouvelé. Dans la physiologie, l'estomac, les cellules de l'estomac sont renouvelées tous les 5 jours. Donc, avant, on pensait que l'alimentation devait être permise après 5 jours après la chirurgie. Donc, on admettait qu'on recommence à réalimenter les patients 5 jours après la chirurgie. Mais la tendance actuelle est vraiment différente, dans le sens où, lorsqu'on opère un patient, on ne stoppe aucune des sécrétions, on ne stoppe pas la physiologie de ce patient, c'est-à-dire quoi? Les sécrétions gastriques continuent, les sécrétions biliaires, ainsi de suite. Ça veut dire quoi? À chaque moment, chaque jour, la sécrétion biliaire gastrique, chez un adulte est environ 2000 cc. Si vous avez mis une sonde nasogastrique à votre patient et que dans la sonde nasogastrique, vous avez moins de 2000 cc, ça veut dire que l'autre partie est partie, c'est passé. Donc, l'autre partie a continué le trajet dans le tube digestif sans qu'il y ait de signes de gravité ou bien de signes d'aggravation de l'état clinique du malade. Ça veut donc dire que la réalimentation chez le malade opéré de l'estomac peut être beaucoup plus précoce que les 5 jours dont on pensait auparavant. Donc, dans les pratiques actuelles, la plupart des chirurgiens alimentent leurs patients au bout de 24 à 48 heures, en commençant par une alimentation progressive qui est d'abord liquide. Donc, on commence par les boissons confort. Ensuite, boissons confort, ça veut dire environ 500 cc d'eau par jour.
Donc, que le malade boit par petites gorgées. Et on pense que cette quantité-là n'augmente ou bien ne diminue rien par rapport au liquide digestif qui circule tout au long du ectémère. Ensuite, après les boissons confort, on passe à la diète hydrique où on augmente un peu plus la quantité de liquide et aussi on passe à des liquides un peu plus lourds, un peu comme des jus de fruits non gazeux surtout. Et ensuite, on continue par l'alimentation semi-liquide ou semi-solide, c'est pratiquement la même chose, non? Ce qu'on appelle les bouillons d'essai, les bouillons comme le bouillon de pomme de terre, comme qu'on connaît beaucoup plus en Afrique, les compotes, les fruits, en évitant les fruits qui sont trop constipants. Et aussi, si le patient a une hypocalémie, par exemple, on peut lui conseiller comme fruit peut-être la banane. Maintenant, après avoir passé ce cap de bouillon dessert, on peut passer à l'épargne digestive, puis à l'alimentation normale si tout se passe bien. Sachant que si à un moment donné, lors de la réalimentation de votre patient, vous constatez qu'il vomit ou bien il se distend ou bien les douleurs recommencent, il faut s'arrêter, s'interroger par rapport à ce qui se passe avant de continuer ou de régresser. Ça veut dire que peut-être le malade ne tolère pas l'alimentation. Ça veut dire, ah, on l'a peut-être alimenté trop tôt ou bien notre suture n'a pas résisté à la réalimentation. Donc, il faut se poser ce genre de questions pour pouvoir continuer, pour voir si on continue ou bien on s'arrête à ce niveau-là. Donc, ça, c'est par rapport à la question sur la réalimentation après la chirurgie de l'estomac. Ok. Merci, docteur Docteur Amanda. Carl, tu es là. Je suis là, docteur Amanda. C'est Ok. bon? C'est bon, c'est bon. Les autres questions, il y avait une question sur le cri de Oui. l'ombilic et le Le cri troisième de l'ombilic. secteur. Oui, Mhm. bon. Je crois, il demandait c'est quoi le cri de l'ombilic. Justement. Oui. Le cri de l'ombilic, c'est quoi? C'est une douleur que le patient va ressentir. Lorsque vous examinez l'abdomen lors de la palpation, au niveau de l'ombilic, vous exercez une petite dépression dans le creux de l'ombilic. Généralement, le patient va avoir une douleur, un sursaut avec un petit cri. C'est ça qu'on appelle le cri de l'ombilic. Et généralement, ça traduit quoi? Ça traduit juste une inflammation du péritoine. Et vu que l'ombilic, de par sa dépression, de par le fait que c'est pauvre, c'est un orifice, il n'y a pas de muscle, c'est un endroit où le péritoine est facilement accessible. Donc, le contact avec le contact là-bas sur le péritoine est évident. Donc, si on a l'inflammation du péritoine, c'est pourquoi on aura ce cri de l'ombilic. C'est un peu le même parallèle avec le cri du Douglas. Le Douglas est facilement accessible à travers les orifices, que ce soit du vagin ou orifice anal. C'est juste des zones où on peut facilement, ou bien on peut toucher de façon plus simple le péritoine et légèrement trouver s'il y a une inflammation. C'est juste cette douleur-là qu'on observe à ce moment-là. C'est ça qu'on appelle le cri de l'ombilic. J'espère que j'ai essayé de mieux, j'ai détaillé de façon simple pour qu'il puisse comprendre. J'espère qu'il a compris. Docteur, la seconde question, c'était sur Oui, le l'autre troisième secteur, question, c'était, oui, le troisième secteur. Bon. le Le non monsieur, il scientifique, si je ne me demande trompe le pas. nom scientifique du troisième secteur et aussi quelle est la complication, donc quel type de De déshydratation déshydratation. entraîne. Ouais. Oui. Bon, je pense que le troisième secteur, sauf erreur de ma part, n'a pas de nom scientifique. Son nom, c'est, je crois, le troisième secteur. Je parle sous le contrôle des autres médecins qui peuvent peut-être, si je pense bien, le troisième secteur n'a pas un nom scientifique. Le troisième secteur, c'est juste ça, c'est ce liquide-là qui se met dans un espace qui n'est ni intra ni extracellulaire, qui se trouve dans un espace et qui n'est non plus réutilisable, qui ne participe pas aux échanges de l'organisme. C'est ça le troisième secteur. Ça n'a pas de nom scientifique, sauf erreur de ma part. Et le type de déshydratation que ça va entraîner, bien évidemment, puisque ça va entraîner une déshydratation d'abord extracellulaire. Au début, c'est une déshydratation qui est extracellulaire. Et par la suite, avec les troubles ioniques que ça va engendrer, peut se transformer en déshydratation intracellulaire. Je pense que ça, c'est la réponse.
Bon, si je peux ajouter quelque chose par Oui, rapport allez-y, au docteur. troisième secteur. Oui, effectivement, le troisième secteur, c'est le troisième secteur, il n'y a pas d'autre nom. Comme le docteur le disait tantôt, c'est un liquide qui n'est pas utilisé dans les échanges. Donc, c'est un liquide qui est extravasculaire. Donc, ce n'est pas dans la circulation vasculaire. C'est un liquide qui est interstitiel et c'est un liquide qui se retrouve aussi bien dans la paroi des viscères et aussi dans le péritoine, donc libre dans la cavité péritonéale. C'est tout ce liquide-là qu'on appelle troisième secteur, juste parce que normalement, l'organisme est constitué du secteur intracellulaire, du secteur extracellulaire. Donc, le troisième monsieur vient se positionner là, qui n'est ni intracellulaire, ni extracellulaire, donc qui se balade un peu partout. C'est pour ça qu'on l'appelle le troisième secteur. Donc, il n'y a pas de dénomination autre ou scientifique, si vous voulez dire ça comme ça. Si quelqu'un a trouvé quelque chose qui nous en fasse part, moi, je sais pas. Bon, l'autre préoccupation, c'était celle du médecin de doigt là, qui demandait quand est-ce qu'on voit qu'il y a un échec de la méthode de Taylor. Je pense que c'était aussi ça. Oui, justement. Oui. Non, Oui, c'est ça la question. oui. Dans le traitement de Taylor, comme nous avons dit tantôt, c'est une surveillance armée. Maintenant, quels sont les signes qui te montrent que ton traitement évolue de façon défavorable? C'est un patient, nous avons dit dès le départ, qui arrive, il est dans de bonnes conditions, il n'a pas encore de fièvre, pas encore de signes d'irritation péritonéale diffuse, pas de contracture, sa perforation a lieu il y a moins de 6 heures. Donc, vous voyez que c'est un patient d'abord qui est calme, les paramètres hémodynamiques sont stables. Maintenant, lors de votre surveillance, si vous avez un de ces paramètres, c'est-à-dire l'apparition déjà des signes d'irritation péritonéale qui s'accentue, c'est-à-dire la contracture s'installe, la défense commence à être généralisée, elle n'est plus localisée, devient généralisée. Ça, c'est un signe de gravité, ça prouve que votre traitement ne fonctionne pas. Si vous avez un patient qui n'avait pas de fièvre, commence à présenter une hyperthermie qui va de façon croissante, 38 degrés, ensuite 39 degrés, ça prouve que votre traitement ne fonctionne pas. Si vous avez un patient qui était hémodynamiquement stable, mais commence à présenter des troubles ioniques, des troubles hydroélectrolytiques, vous constatez déjà que c'est votre péritonite qui est en train de s'installer avec déjà ses complications sur le plan hémodynamique. Donc, c'est un patient qu'il faut directement intervenir. Donc, bref, en conclusion, il n'y a pas de délai pour dire que votre traitement a échoué ou pas. C'est en fonction des signes que votre patient va présenter, que ce soit à J1 ou bien à J2 ou bien à J3. Dès que votre patient présente des signes de complications ou bien des signes d'évolution de sa péritonite, directement, il faut intervenir. Et dans le cas contraire, lorsque le patient reste stable et garde ses paramètres, on le laisse en surveillance plutôt pendant 7 jours. Donc, votre délai de surveillance est de 7 jours. Il y a un délai pour la surveillance. Vous devez surveiller au moins pendant 7 jours, mais vous devez intervenir dès que vous avez un signe de gravité qui s'installe ou bien un signe d'évolution de la pathologie. Ça, c'est la réponse, docteur Amanda. Je suis du même avis que toi. Bon, je pense qu'on a répondu à la première série de questions. On va passer la parole à Monsieur Ndoumbe pour sa question. Oui, bonsoir, docteur Ronick. Merci pour votre présentation. Nous sommes l'étudiant Doumbé, 6e année à la faculté de médecine de Douala. Notre question était par rapport à la méthode de Taylor. Je n'ai pas très bien compris les critères de diagnostic, enfin les critères, les conditions nécessaires pour passer à la méthode de Taylor. Vous avez parlé de diagnostic certain. Vous avez parlé de moins de 6 heures avant la perforation. Comment pourrait-on reconnaître cliniquement que le patient a fait une perforation, par exemple hier, avant qu'on le reçoive, ou bien ce matin, on le reçoit à 17h, il a fait une perforation à 7h. C'est pas cliniquement. Comment est-ce que c'est possible de savoir le moment de la perforation pour un patient qui est quand même venu tôt avant sa douleur? Donc, c'était un peu ma préoccupation par rapport aux conditions de réalisation de la méthode de Taylor. Merci. Ok, merci à vous aussi. Bon, je pense qu'il faut répondre directement à cette question avant de prendre les autres séries, puisqu'on parlait déjà du Taylor. OK. Merci, docteur Amanda. Oui, la méthode de Taylor,
nous avons dit, pour implémenter ou bien pour expérimenter votre méthode de Taylor, il faut avoir certaines conditions préalables. Les conditions, c'est que votre patient, on doit avoir une certitude de diagnostic que c'est une perforation gastrique, puisque vous avoir des diagnostics différents, pour avoir autre chose qu'une perforation gastrique qui peut entraîner une péritonite. Or, c'est un traitement de la perforation gastrique, bien duodénale. Pour être sûr que c'est une perforation duodénale, nous avons dit, ça doit être un patient chez qui vous avez déjà fait un diagnostic d'ulcère gastrique ou duodénal par fibroscopie. Vous êtes sûr que ça, c'est mon patient. Nous avons déjà découvert chez lui un ulcère. Maintenant, on vous a dit tantôt que la perforation de l'ulcère gastro-duodénal, c'est un patient coup de poignard dans un ciel serein. C'est-à-dire le coup de poignard de Dieu, la force. C'est un patient qui se sent bien, qui a de bonnes conditions, qui est tranquille, et puis une douleur subite, localisée à la région épigastrique. Je suis un patient avec antécédent de maladie ulcéreuse, ou bien après une prise d'ANS. Vous avez un patient calme qui a pris ses ANS il y a quelques jours, bien qui est en train de prendre les ANS, et puis douleur subite localisée à la région épigastrique. Ça, c'est comme ça qu'on pouvait faire pour être sûr que c'est un ulcère, une maladie ulcéreuse. Donc, ce sont ces différents paramètres-là. Maintenant, pour la suite, le patient doit être vu moins de 6 heures après la perforation. Et il doit être à jeûne au moment de la perforation avant de penser à mettre votre traitement de Taylor. Il ne doit pas avoir de signes de gravité. Et sa maladie ulcéreuse doit évoluer depuis moins de 3 mois. C'est-à-dire, comme un patient que vous avez déjà diagnostiqué une maladie ulcéreuse. Donc, il est sûr que ce patient a un ulcère. C'est pourquoi j'ai dit il faut être vraiment avoir un diagnostic de certitude avant de passer à la méthode de Taylor. Je ne sais pas si le docteur Amanda peut compléter. Je pense que c'est bon. Et pour être, comment on dit, plus terre à terre, si on veut dire ça comme ça, c'est que pour savoir le délai, pour se dire que le patient est venu tôt, c'est juste le délai auquel vous voyez le patient et le moment où il a commencé à ressentir les symptômes, c'est tout. Et vous comptez de façon grossière les heures et vous saurez grossièrement, OK, il est venu dans un délai de 6 heures, de 24 et ainsi de suite. C'est un peu ça, grosso modo. Il n'y a pas vraiment d'éléments crucial ou bien d'éléments fondamentaux qui vont vous dire que non, celui-ci a eu la perforation exactement, afin que juste le délai entre la consultation et le début de la douleur. C'est ça qui nous aide d'habitude en clinique. C'est que c'est sûr que c'est une perforation d'un ulcère gastro-duodénal et pas autre chose, comme par exemple une appendicite ou bien une perforation d'un cancer ou quelque chose comme ça. Donc, il faut être sûr et certain que ce n'est que la perforation de l'estomac ou bien du duodénum qui est en rapport avec la symptomatologie du patient. Et autre chose, le délai de 3 mois, c'est pour être sûr que ce n'est pas une tumeur. Bon, les patients qui ont des douleurs épigastriques beaucoup plus chroniques, on a peur, puisqu'il y a une notion de transformation, de cancérisation dans l'ulcère gastrique. Donc, on pense qu'après plus de 3 mois, on peut déjà avoir un patient qui présente plutôt un néo. Donc, ça peut être une perforation révélatrice d'une néoplasie gastrique, auquel cas on ne va pas s'hasarder à faire les méthodes de Taylor, sachant que ça ne va pas beaucoup aider le patient vu qu'on va passer à côté de son diagnostic de tumeur gastrique. Donc, c'est un peu pour ça qu'on fait certaines choses dans cette méthode de Taylor-là. Bon, je pense qu'on doit passer la parole à monsieur ou madame Sourabi pour sa question. Bonsoir, cher docteur et cher Génie. Moi, c'est le docteur Sourabier. Je suis médecin généraliste nouvellement sorti de l'université Jacques Kizerbo à Ouagadougou. Je vous remercie beaucoup pour l'initiative, surtout pour la présentation de ce soir. Bon, ma question, c'était une question de compréhension. J'ai vu au niveau des péritonites d'origine génitale, au niveau du traitement, là, vous avez parlé de d'hystérectomie. Bon,
Je pensais que c'était au cas par cas. Peut-être ça peut être une hysterographie. Voilà. Est-ce que c'est nécessairement qu'on enlève avec souvent les besoins de procréation? Voilà. Et puis, j'aimerais également des explications sur le terme vagotomie qui m'est un peu nouveau. Merci. D'accord, merci. Docteur Ambé Patrick, on va prendre votre question. Allô, Amanda. Oui. Ouais. Bien, merci au docteur d'avoir posé sa question. Oui, en ce qui concerne l'hystérectomie, c'est vrai, on a un peu extrapolé. C'était juste pour montrer la gravité. Généralement, comme vous avez dit, c'est au cas par cas. Il y a des situations où, avec le besoin de procréation, on peut juste faire une RAFI. Mais dans certains cas, on peut être obligé de faire une hystérectomie. Vraiment, c'est au cas par cas. Vraiment, c'est pour rassurer le docteur. Ce n'est pas un traitement que la péritonite liée aux infections des voies génitales. Le traitement, c'est l'hystérectomie. C'était juste au cas par cas. On a juste extrapolé. Merci pour la remarque. Maintenant, c'est quoi la vagotomie? Yeah. La vagotomie, fait partie de traitements, généralement des traitements, on peut dire définitifs et chirurgicaux de la maladie ulcéreuse. Nous savons très bien que pour que le processus ulcéreux se fasse, il faut bien qu'il y ait la sécrétion gastrique, la sécrétion acide gastrique, couplée à l'infection à H. pylori qui va détruire donc le mucus de protection et exposer donc la muqueuse à cette sécrétion gastrique-là. Je crois que lorsque vous prescrivez en pratique les inhibiteurs de la pompe à protons, c'est donc pour réduire donc la production de ce sucre gastrique et acide surtout. Donc maintenant, pour éviter de passer par la case médicaments chaque fois, on peut donc faire ce qu'on appelle une vagotomie, qui est ici, donc, on peut dire une section du nerf vague. Le nerf vague qui est donc le nerf sympathique, je crois le nerf sympathique qui favorise donc la sécrétion gastrique d'acide. Donc, ouais, donc c'est un traitement non définitif. On coupe déjà à la base. On fait ce qu'on appelle cette vagotomie. Associé à cela, à cette section du nerf vague, il y a des zones où on le sectionne sur l'estomac et ajouté à cela, on peut faire ce qu'on appelle une gastrectomie partielle, c'est-à-dire on coupe cette partie de l'estomac qui a déjà son ulcère, on coupe cette partie-là et ensuite on supprime le nerf vague donc, qui innerve l'estomac et favorise la sécrétion gastrique. On réduit cela, ce qui fait qu'on a un traitement non définitif de l'ulcère gastro-duodénal chez ce patient-là. Ça, c'est la vagotomie. C'est juste cette section du nerf vague au contact de l'estomac qui permet donc de réduire la sécrétion gastrique et réduire donc l'influence de la sécrétion acide sur la muqueuse gastrique et réduire donc la probabilité de survenue de l'ulcère gastro-duodénal. Je ne sais pas, docteur Amanda, vous avez quelque chose à ajouter? Non, pas du tout. OK. Merci. Docteur Ambé Patrick, s'il vous plaît, votre question. Docteur Ambé Patrick, je pense qu'il a aussi un souci technique. Alors, docteur Borel, d'accord, il est avec nous. On vous écoute, docteur. Oui, bonsoir, docteur, on vous écoute. Bonsoir. D'abord, je ne suis pas docteur, étudiant en médecine 4e année, FMS de Douala. Merci pour votre présentation, très édifiante. Ma question, elle est assez simple. Je souhaite, si possible, que vous me fassiez, pardonnez mon français, que vous me fassiez une petite checklist. Quoi faire et quoi ne pas faire devant une péritonite. J'ai bien retenu ne pas alimenter par voie orale, pose d'une voie veineuse et d'une sonde nasogastrique. Mais alors, si vous pouvez me le faire comme une petite checklist, what am I supposed to do et quoi ne pas faire? OK. Docteur Cal, je pense que c'est mieux de répondre à cette question peut-être à la fin de la série des questions puisque ça va bénéficier à tout le monde. Ça va faire comme un résumé de la présentation. OK. Si tu es d'accord. D'accord. OK.
On passe la parole à Monsieur Borel Douanla pour ces questions. Ok, bonsoir. Merci, Bonsoir. docteur, pour la présentation. Moi, c'est Borel Douanla, étudiant en médecine, Université de Kamina, République démocratique du Congo. Ma question porte au niveau de l'auscultation. On a dit qu'il y a une disparition de la mastité préhépatique. En fait, je dis le tympanisme préhépatique qui apparaît est plus important en cas de perforation gastrique qu'en cas de perforation d'organes plus bas. J'aimerais savoir pourquoi. C'est ça ma question. Merci, docteur. Ok. Docteur K, vous avez la parole s'il n'y a pas d'autres questions. Amanda, tu peux me répéter un peu la question, s'il te plaît? Il demande pourquoi la mastité préhépatique disparaît plus lorsqu'on a une perforation gastrique que lorsqu'on a une perforation d'un organe sous-mésocolique. Attends, avant de répondre, docteur Bekolo, vous avez la parole. Allô, docteur Bekolo Achille. Allô? Oui, vous avez la parole, vous allez lever la main. Merci beaucoup de me passer la parole. Je disais que je m'excuse du retard prolongé. C'était juste pour répondre à la question sur la disparition de la mastité préhépatique qu'on va trouver à l'étage lors devant une perforation gastrique ou duodénale et qu'on n'aura forcément pas devant une perforation de l'étage sous-mésocolique. En fait, c'est une question de proximité. Allô? Oui, docteur, on vous écoute. C'est une question de proximité. À l'étage sus-mésocolique, le foie est juste près et il est facile pour l'air de se mobiliser, de se déplacer de l'étage sus-mésocolique, vu que c'est presque au même endroit, l'air va facilement se mobiliser sur le plan vertical, quittant de l'espace de la zone perforée jusqu'à la zone sous-diaphragmatique, inter-hépatodiaphragmatique. Ce sera bien plus évident. Maintenant, si on a une perforation à l'étage sous-mésocolique, en l'occurrence à l'iléon terminal, si on est devant une péritonite par perforation typhique, vous convenez avec moi que ce ne sera pas aussi évident pour plusieurs raisons. Parce que, la quantité d'air n'est pas aussi importante parce qu'il y a un effet de stase. Du coup, tout l'air va stagner dans le troisième secteur qui sera formé dans la zone, dans le grêle intestinal qui est de 6 mètres qu'il faut prendre en considération. Donc, l'air va stagner plutôt dans la lumière intestinale. Il y a ça d'abord. Et puis, même s'il y a de l'air, la quantité d'air qui est d'abord peu, qui sort en bas à la deuxième partie de l'intestin, il sera un peu difficile que ça remonte plus vers la surface. Ce qui fait que la disparition de la mastité préhépatique sera plus évidente devant une perforation gastrique ou duodénale comparée à une perforation de l'étage sous-mésocolique. C'est tout ce que j'ai apporté à ces éléments comme élément de réponse. J'espère que je satisfais à la question. Bon, il paraît qu'il y a les questions dans le chat. Malheureusement, moi, je n'ai plus de chat parce que j'ai entendu toutes les conversations. Alors, ça ne sert pas grand-chose de poser juste des questions dans le chat, s'il vous plaît. Prenez la parole et posez vos questions. Oui, Borel Douanla, posez votre question. Ok, docteur, j'ai une autre question. D'accord. Avec les péritonites, en fait, au cours du temps, en fait, le malade s'habitue généralement à sa douleur. On appelle généralement l'abdomen de Mondor, si je me rappelle bien. Avec cet abdomen de Mondor-là qui cache les signes en fait, abdominaux, la contracture abdominale et tout, les signes deviennent moins aigus. Avec cet état-là, comment le diagnostic va se poser? Si je peux avoir une réponse. Merci. C'est ça ma question en fait. Donc, au cours de l'abdomen de Mondor, comment poser le diagnostic avec un abdomen de Mondor ou qui voit les signes de péritonite diminuer?
Ok, la parole est à Dr Bikolo Achille ou à Dr Karl pour la réponse. Merci beaucoup pour la question, pour votre question, docteur. Vous devrez comprendre que c'est un faisceau d'éléments, ce n'est pas que la douleur. D'accord? Évidemment, le malade viendra, si ce n'est pas pour une douleur abdominale diffuse, il viendra pour un autre problème, peut-être qu'il vomit, peut-être il a des difficultés, il a une incapacité à passer les sels ni les gaz depuis une durée bien précise. Maintenant, s'il n'a plus mal, vous ne pourrez pas lui donner une douleur qu'il n'a pas. Mais vous devrez vous appuyer sur un faisceau d'éléments cliniques parce que bien évidemment, à part la douleur, il y a d'autres symptômes, d'autres signes fonctionnels dont le malade viendra avec. Et après les avoir examinés, vous aurez d'autres éléments avec quoi vous ferez la synthèse et vous serez à même de pouvoir venir à la même conclusion. D'accord? Il ne faut pas se cambrer sur la douleur. Ce n'est pas toujours la douleur qui amènera le malade à l'hôpital, quoique c'est le symptôme le plus fréquent, mais ce ne sera pas le seul symptôme qui amènera le patient à l'hôpital. Donc, il revient à vous, les cliniciens, de faire le distinguo, de prendre une observation bien détaillée, précise et concise, faire la synthèse de cette évaluation clinique, ajouter à ça les éléments paracliniques et poser le bon diagnostic, à temps pour pouvoir prendre en charge ce malade dans les plus brefs délais. Parce qu'effectivement, si ce malade n'a plus mal, ça veut dire que la symptomatologie est déjà suffisamment évoluée et les complications sur le plan cardiovasculaire, sur le plan respiratoire, sur le plan métabolique sont déjà assez évoluées. Du coup, il vous revient à vous de ne plus perdre de temps face à l'installation de ces différentes complications-là et de poser le bon diagnostic, avoir la bonne prise en charge qui va reposer sur une évaluation clinique bien conduite et puis vous pourrez poser le bon diagnostic et prendre le malade en charge comme il le faut. Je ne sais pas si le docteur Tatinko. Oui, docteur Achille. À ta suite, ce que je vais ajouter, c'est un peu comme dans le cas des péritonites asthéniques, où parfois on n'a pas des signes francs, la douleur n'est pas la contracture, même qui est le signe majeur, n'existe pas. Voilà. Mais maintenant, comme le docteur Achille a dit, il y a plusieurs autres éléments. Vous allez faire un toucher rectal, vous pouvez découvrir cet empattement-là dans le Douglas qui prouve qu'il y a un épanchement dans le Douglas, cette petite douleur que vous pouvez avoir dans le Douglas, les éléments anamnestiques, des antécédents et tout le reste par rapport à votre examen clinique. Comme ça, on a que la PTE, c'est un diagnostic clinique. Donc, les autres éléments cliniques que vous pouvez avoir vont vous orienter vers votre diagnostic. C'est un peu ça la suite de ce que mon frère, Dr. Achille, vient de dire. Ok, merci beaucoup, cher docteur. Merci. D'accord. Alors, Monsieur Habib Sissé, vous avez la parole pour votre question. Bonsoir. Je m'appelle Habib Sissé, étudiant en 6e année à la faculté de médecine de Kofi Annan, à Guinée-Conakry. Avant de poser ma question, je vous remercie pour votre présentation et tous les efforts que vous faites pour notre apprentissage au fil du temps. Voilà, ma question est la suivante. Quel peut être le traitement préventif des péritonites aiguës généralisées? Merci. Ok, docteur Amanda, je peux répondre? Vas-y. Bien, merci mon frère pour la question. Traitement préventif des péritonites aiguës généralisées. Malheureusement, je ne peux pas te dire qu'il y a un traitement préventif puisque c'est une pathologie qui est secondaire à d'autres pathologies. Et ça n'a pas juste une seule étiologie. Donc, il est difficile ici de dire qu'il y a un traitement préventif. Je vais prendre un exemple. Ta péritonite peut être aiguë, ils peuvent être primaire, secondaire ou tertiaire.
Prenons simplement le cas des péritonites secondaires qui peuvent être multifactorielles. Une tumeur, par exemple, une tumeur colique droite qui évolue par perforation, par exemple. Tu vois que tu peux pas, pour prévenir ce type de péritonite, il faut prévenir déjà la survenue de ce type de cancer. Les péritonites liées à une appendicite aiguë. Voilà, tu conviens à moi qu'il est difficile de dire que tu vas prévenir une appendicite aiguë parce que l'appendicite aiguë va aller jusqu'à la péritonite. Ce que je peux te dire, c'est pour éviter d'avoir la péritonite, c'est juste de faire une prise en charge rapide et optimale des pathologies qui entraînent la péritonite. Exemple, un patient qui a une appendicite, il faut la prendre en charge tôt, éviter qu'elle se complique par une péritonite. Maintenant, dans certains cas, une perforation typhique, tu vois, c'est juste des choses où il faut prévenir déjà les pathologies qui entraînent cela. Donc, vraiment, il n'y a pas de prévention vraiment standard pour éviter une péritonite. La péritonite est multifactorielle, il y a plusieurs choses qui peuvent entraîner une péritonite. Voilà pourquoi il est difficile de prévenir une péritonite. Le point important, c'est juste de prendre en charge très tôt les péritonites quand elles sont encore peut-être localisées pour qu'elles ne soient pas plutôt diffuses. Je ne sais pas si Dr Bekolo peut ajouter quelque chose ou bien Dr Amanda. La péritonite, vraiment dit, si je puis ajouter, prévenir la péritonite, on ne saurait la prévenir. Ce serait vraiment très compliqué de dire qu'on prévient la péritonite. Allô? Oui, docteur, on vous écoute. Hein? On vous écoute. Je dis qu'on ne pourrait pas prévenir la péritonite parce que ces étiologies sont assez claires maintenant. Sur la péritonite primaire, oui, on va dire que chez ces malades qui sont dialysés ou bien qui ont des acides, qui ont des acides secondaires à des cirrhoses hépatiques, chez qui ont fait des fonctions interactives, il faut juste respecter les normes d'asepsie pour empêcher que ce liquide d'acide ne s'infecte. Ça, c'est concernant la péritonite primaire. Pour la péritonite secondaire, comment vous allez l'empêcher, c'est très compliqué. Maintenant, peut-être dans le cas où vous avez un malade qui a une épigastralgie connue qui est suivie, vous devez vraiment vous assurer que vos mesures hygiéno-diététiques sont bien respectées et qu'il suit normalement son traitement. Mais au-delà de ça, il est très, très compliqué de parler de prévention de la péritonite aiguë généralisée. Il nous revient à nous, quand le malade est déjà entre nous, sous notre responsabilité, de le prendre en charge vite. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une urgence médico-chirurgicale. Il nous revient, c'est notre responsabilité de prendre en charge vite, mais dire qu'on va la prévenir, c'est très compliqué. Parce que la majorité du temps, nous aurons affaire à des péritonites aiguës généralisées secondaires selon la classification de Hambourg. Docteur Amanda? Je suis du même avis que vous. Et prévenir la péritonite, c'est un peu vague, mais s'il faut agir, c'est agir sur les pathologies qui peuvent conduire à la péritonite aiguë généralisée. Dans le cas échéant, peut-être bien gérer un ulcère gastro-duodénal, faire attention aux patients qui ont des facteurs de risque de développer des cholécystites. Pour l'appendicite, c'est très compliqué. Les patients avec les tumeurs, ainsi de suite. Vous voyez qu'on va commencer à faire des débats vraiment très exhaustifs. C'est vraiment très compliqué de dire qu'on prévient la péritonite. Mais bon, sur les pathologies qu'on connaît assez bien données, parfois c'est compliqué de péritonite aiguë généralisée, ça serait un tort pour nous qu'un malade qu'on suit arrive dans cet état-là. Donc, essayons sur les pathologies sur lesquelles on peut agir, sont là-bas et quand le malade arrive avec sa péritonite, faisons tout pour qu'il n'arrive pas au stade de complications qui seront encore plus compliquées à gérer. Bon, ça, c'est mon avis pour la question. Bon, il y a les questions là. Il y a M. Guillaume qui a des questions un peu très spécifiques. Il demande quelle est la différence entre les techniques suivantes, roue en X et roue en Y, et quelles sont les indications de chaque technique. Bon, donc, Monsieur Guillaume, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez prendre la parole, nous expliquer d'abord dans quel cadre vous posez votre question et de quoi vous parlez
puisse répondre parce que ça sera vraiment dans tous les sens si on commence à répondre sans savoir de quoi exactement vous parlez. Donc, Monsieur Guillaume, vous avez la parole. Bonsoir, docteur, et merci beaucoup pour la présentation à laquelle je n'ai pas eu la chance d'assister. En fait, dans mes lectures, je suis tombé sur ces deux techniques qui étaient utilisées dans le traitement chirurgical des ulcères gastro-duodénaux chroniques. Bon, je n'ai pas trop compris la procédure, donc c'est pourquoi je voulais profiter de cette occasion pour poser la question. Et donc, c'est un peu ça le contexte. Et puis, j'avais une seconde question, c'était celle de savoir, lorsque vous parlez des cancers gastriques, de quel cancer pensez-vous exactement? Est-ce que ce sont les cancers colorectaux ou bien il y a un type spécifique? Merci d'avance. Je peux répondre à ces questions. Ok, Allô? merci. Oui, docteur Amanda. Je peux répondre à ces questions. Oui, je vais essayer de répondre. Je vais commencer par la fin. C'était quoi il demande comment dire, les tumeurs gastriques. Les cancers digestifs. Quoi? Allô? Oui, quand Oui, on parle de cancer digestif, de quoi on parle spécifiquement dans le cadre des péritonites là? Oui, ce que je veux dire, en ce qui concerne les cancers digestifs et les péritonites, généralement, les cancers digestifs peuvent entraîner des fistules, peuvent se fistuliser. Et nous avons dit généralement les cancers gastriques, par exemple, évoluent en s'ulcérant. Et en s'ulcérant, ils peuvent donc éroder la séreuse et entraîner un ulcère. Et en fait, je veux dire quoi? Entraîner une perforation de cet organe creux-là. Ça, c'est une forme évolutive des cancers gastriques, par exemple. Maintenant, en ce qui concerne les cancers coliques, nous avons dit les cancers coliques évoluent de façon différente. Les cancers du côlon gauche et le cancer du côlon droit n'évoluent pas de la même façon. Une péritonite liée à un cancer du côlon droit, généralement parce que les cancers du côlon droit évoluent par perforation. Et les cancers du côlon gauche évoluent par sténose. Donc, si vous avez un cancer colique et vous avez une péritonite, c'est fort probable que ce soit un cancer du côlon droit. Pourquoi? Parce que c'est à cause de la physiologie du côlon droit. Le côlon droit n'a vraiment pas de péristatisme propre. On va dire ça comme ça. Le bol alimentaire évolue là-bas grâce à la poussée de ce qui afflue. Donc, c'est ce qui afflue à travers la valvule iléosécale qui fait remonter celui qui était déjà là avant. Donc, il n'y a vraiment pas de péristatisme à ce niveau-là. Donc, lorsque nous avons une tumeur à ce niveau, ça entraîne ce qu'on appelle une diastasis. Donc, une diastasis, une dilatation importante du secum et qui peut donc éclater. C'est pourquoi celui-là entraîne les péritonites. De même que les cancers gastriques qui évoluent en formant des cratères qui peuvent se perforer et entraîner des péritonites par perforation de ces organes creux-là. Ça, c'est un peu leurs différentes façons d'agir. Bien, leur évolution clinique. Je ne sais pas si le docteur Amanda avait ajouté quelque chose avant qu'on ne réponde sur les roues en Y. Bien, docteur Bekolo. Allô, Amanda. Allô? Oui, docteur Bekolo. Oui. Je disais, pour pouvoir répondre, pour qu'ils puissent comprendre, il faut pour qu'ils puissent vraiment comprendre nos réponses, il faut qu'ils comprennent que l'estomac, les complications du ulcère gastro-duodénal au niveau de l'estomac, elles sont soit chroniques, soit aiguës. Aiguë, c'est soit une perforation, soit c'est soit ça perfore, soit ça saigne. Ça veut dire soit le malade te fait une hémorragie digestive, soit il va perforer vers une péritonite aiguë généralisée. Maintenant, les complications, les formes complications chroniques, c'est soit il va évoluer vers un cancer, soit il va sténoser.
Maintenant, prenons le cas de la perforation de l'estomac, ça va cancériser. Et maintenant, c'est ce cancer qui peut perforer. Une fois le cancer se perfore, ça va donner une péritonite aiguë généralisée. Donc, ce sera une complication chronique, aiguë sur chronique. Maintenant, prenons le cas d'une péritonite aiguë généralisée secondaire à une tumeur colique. Ce sera dû à une tumeur sténosante du côlon gauche. Maintenant, une fois le côlon gauche est sténosé, les selles ne pourront plus passer jusqu'au rectum et être expulsées. Il y aura donc accumulation de ces selles sur toute la partie du côlon droit. Et puis, il y aura ce qu'on appelle une dilatation diastatique. Ça veut dire l'intestin au niveau de la bandelette va se dilater et va se déchirer. Une fois il va se déchirer, les selles vont commencer à se déverser dans la cavité péritonéale, d'où la péritonite aiguë généralisée. Donc, il faut faire le distinguo. C'est quand on comprend tous ces paramètres-là qu'on comprend mieux comment prendre en charge et quels sont les différents enjeux sur le plan septique, quels sont les gestes que nous allons poser, quelle est la surveillance et la prise en charge que nous allons adopter après notre intervention chirurgicale. Maintenant, revenons sur la première question. Le montage en roue, montage en Y, vraiment, ce n'est pas le lieu de parler de ça ici parce que là, on a affaire à des complications sténosantes de l'estomac où on est obligé de faire ce qu'on appelle une dérivation parce que ça ne peut plus passer par le pylore. Et on est donc obligé de mobiliser l'intestin grêle selon la méthode roue ou la méthode Y. Ce n'est pas le lieu d'en discuter ici. Je propose que vous approchiez vers l'un d'entre nous, que ce soit le docteur Amanda, le docteur Karta Tinku ou moi-même, pour plus en plus d'explications. Mais là, nous sommes dans un contexte bien particulier et je propose qu'on pose d'autres questions pour répondre à d'autres questions concernant la thématique du jour pour ne pas perdre de temps. Merci. Merci. Est-ce qu'il y aurait une autre question, pardon? Est-ce qu'il y aurait une autre question par rapport au péritonite aiguë généralisée? Merci pour vos réponses, docteur, c'est compris. Donc, monsieur Habib Sissé, ne vous inquiétez pas, vous pouvez envoyer un message en inbox à tout moment, à n'importe lequel, et on va vous répondre, on vous édifie par rapport à votre question sur les différents montages en question. Est-ce qu'il y a une autre question, s'il vous plaît? Posez vos questions. Permettez de faire passer un message. Mademoiselle Pachel Diakou, essayez de lire vos messages, s'il vous plaît. On vous écrit, vous ne répondez pas. J'espère que vous êtes toujours quoi. S'il vous plaît, lisez les messages. Ok. Bon. Je vois M. Poka qui a pris la parole. Est-ce que vous voulez poser une question? Okay. D'accord, nous constatons tous qu'il y a... Ah, ok. D'accord. Est-ce que vous avez une question? Les différentes questions ont été répondues. On espère qu'on vous a assez édifié par rapport au sujet.
vous pourrez toujours les poser. On a plusieurs canaux de discussion actuellement. Donc, les pages Twitter, YouTube, Facebook, WhatsApp. Vous pouvez à tout moment poser vos questions et on essaiera tant bien que mal de vous répondre. La présentation, comme d'habitude, est disponible sur notre page YouTube Medical Mind. Vous écrivez Medical Mind en majuscule et vous essayez de reconnaître notre logo, qui est un arbre avec le feuillage en forme de cerveau. Donc, lorsque vous reconnaîtrez notre page, vous pourrez voir les différentes présentations, dont celles que nous faisons depuis le début de l'année, tant en chirurgie, en médecine interne, en pédiatrie, et aussi les vidéos sur les séminaires d'entrepreneurship et tout ce qu'on faisait avant. Donc, n'hésitez vraiment pas à visiter nos différentes pages, surtout la page YouTube, à liker les vidéos, à les partager pour que tous ensemble, et nous puissions toucher le maximum de personnes et que chacun d'entre nous puisse bénéficier de différents enseignements que nous bénéficions chaque soir. Alors, nous allons lever la séance. Nous remercions tous les participants. Nous remercions grandement le docteur Karl Ronick qui s'est dévoué parce que, il faut bien le dire, s'est dévoué pour nous présenter ce sujet parce que on a eu des soucis avec l'équipe qui devait présenter parce que, comme nous sommes tous des médecins, ils étaient indisponibles, certains étaient des gardes et d'autres hors réseau pour des raisons indépendantes de leur volonté. Donc, nous remercions grandement Dr. Karl Ronick. Vraiment, nous sommes très heureux que tu aies accepté d'honorer ce rendez-vous aujourd'hui. Nous remercions tous les participants qui sont toujours aussi nombreux et qui écoutent différentes présentations. Nous remercions Dr. Nicolas Achille qui a pu quand même se libérer pour la fin, pour répondre grandement pour la participation. Alors, je vais passer quelques informations. Demain, les présentations continuent sur le canal Zoom de Medical Mind. Il y a ce week-end, comme vous le savez bien, des présentations en pédiatrie et en gynécologie. Demain, c'est la pédiatrie qui continue et dimanche, c'est la gynécologie qui va parler du partogramme. Donc, restez toujours connectés avec Medical Mind. Vous aurez le lien pour la prochaine réunion demain, la réunion de pédiatrie. Venez toujours aussi nombreux, on vous attend. Donc, on se donne rendez-vous demain à 19h, heure du Cameroun, et 19h GMT plus 1 pour les autres pays s'il faut faire la correspondance. Donc, venez nombreux, on vous attend et vous savez, vous ne serez pas déçus. Et continuons donc d'être des médecins inspirants pour l'avenir de notre pratique médicale et pour la promulgation des soins de qualité à nos différentes populations. Sur ce, je vous remercie. La séance est levée. Bonsoir.